De tout et de rien présente Histoire de tout, Histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. Avec Cyril et Mélissa. Ce soir, la 5e guerre d'Italie et la bataille de Marignan. Bonsoir à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, qui sont extrêmement nombreux pour écouter cette nouvelle émission d'histoire en compagnie de gens incroyables. Alors un nouveau binôme s'offre à nous aujourd'hui. Ce 5 septembre 2025, nous avons avec nous Cyril et Mélissa. Ça me fait très plaisir de vous recevoir sur notre petit plateau. Comment est-ce que vous allez ce soir ? Bien, très bien. Cool. Écoute, un peu fatigué par la semaine, mais très très bien. Je comprends tout à fait. Toi, Mélissa, la forme, fatiguée aussi par la semaine, j'imagine ? Moi ça va, j'ai fait une petite reprise après un mois sans aller travailler, donc je vais pas trop me plaindre, ça va. Pour l'instant, ça va. T'inquiète pas, regarde, moi je ne travaille pas depuis trois mois et je suis quand même fatigué, donc c'est pas grave, on a le droit de le dire et je l'assume là comme Ouais, ça tout de mais suite. t'es pas fatigué du boulot, tu vois, t'es fatigué parce que t'as fait du vagabondage, Ah bah non, bien t'es allé sûr, à droite, ce sont à des gauche, types le de plein fatigue qui vent, sont... la fatigue positive, tu vois. Oui, tout à fait, de la fatigue positive. Pas comme la fatigue que pouvaient ressentir des soldats au XVIe siècle, traînant peut-être dans la boue à pousser des coulevrines le long de différents cols. Parce que ce soir, on va pas vous parler d'Antiquité. Ce soir, on va pas vous parler du 19e siècle. On va pas vous parler d'Amérique du Nord. Ce soir, on va vous parler de l'Italie, et plus précisément d'une grande bataille qui s'est déroulée en Italie, que normalement tous les Français connaissent parce que c'est la date la plus simple à retenir. Aujourd'hui, on va parler de 1515 Marignan. Ouais, exactement, on va parler de 1515 Marignan. Bien joué à vous. Et oui, effectivement, le 13 septembre prochain, c'est les 510 ans, il me semble, de la bataille de Marignan, qui est une bataille qui s'est déroulée donc en Italie, non loin de la ville de Milan, lors des guerres d'Italie, et plus précisément lors de la 5e guerre d'Italie. Une guerre qui va opposer notamment, surtout, le royaume de France au duché de Milan, et plus particulièrement aux mercenaires suisses embauchés par le duché de Milan, mais nous y reviendrons. Une bataille qui est, bon, corrigez si je me trompe, mais c'est un peu la bataille, c'est un peu celle que tout le monde retient, parce qu'elle est hyper simple, c'est littéralement un palindrome, mais en version date. Et j'aurais voulu qu'on parle un peu de ça dans un premier temps. Quand vous étiez gamin, ou même encore aujourd'hui, ça représentait quoi pour vous 1515 Marignan ? Aucune idée, sincèrement. Mes parents en parlaient, j'entendais des vieux qui en parlaient. Oh, 1515 Marignan, et je savais pas ce que c'était. Et je me disais, bah, ok, ça se mange, je sais pas. Donc ça représentait pas grand-chose en Ouais, vrai. tout pareil que Cyril, moi j'en ai aucune idée, j'avoue, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. Pour moi, c'est même pas 1515 Marignan, c'est plutôt genre, on me dit 1515, moi j'entends François 1er, tu vois, genre, je vois les Ah ouais. tableaux, je vois les armures, Oh oui, quand même, c'est pas mal. mais la bataille en elle-même, Oui, ce qu'elle j'ai pas de souvenir particulier. Je pense qu'il y a un film où vraiment, là, ça m'a fait marrer et je me suis dit que dans la tête des Français, c'était vraiment connu, c'est Le Prénom. Ah, le prénom. Il parle de Marignan au bout d'un moment. Ah ouais Le Prénom, au bout d'un moment, il y a une scène d'intro où il parle de Marignan et ça m'a fait mourir de rire en fait. Film de guerre, Et là, j'ai pas vu le même prénom alors. Hein. j'ai vraiment un souvenir très frappant, mais sinon. Ok, je me souviens plus que ça parle de Marignan dans le prénom, qui est un très bon film. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez l'occasion. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'expliquer la bataille de Marignan, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, et pourtant j'ai l'impression qu'on nous a ressassé toute notre vie. Ouais, 1515 Marignan, 1515 Marignan, 1515 Marignan, François 1er, etc. à longueur de temps. Donc en fait, aujourd'hui, ça peut être un peu la revanche d'une certaine manière. Notre revanche à nous, essayer de comprendre tous les trois ensemble, puisque, rappelons-le aux auditeurs, nous ne sommes pas historiens spécialisés de la période de François Ier et spécialement des guerres d'Italie. Nous sommes des néophytes, mais nous allons quand même essayer de comprendre un peu, malgré tout, ce que c'est que cette bataille et pourquoi est-ce que finalement on la retient
outre le fait que c'est simple à retenir comme date. Et pour ça, je vous ai prévu un petit quiz. Est-ce que vous êtes chaud du Bien, quiz? cool. Cool. Ah, toujours. Toujours chaud du Allez, quiz. go. Alors, pour répondre au petit quiz, vous avez normalement sur Discord un soundboard. Vous voyez que vous cliquez sur une espèce de petite icône qui s'appelle soundboard et dessus vous avez un buzzer. Il y a marqué buzzer, c'est un petit corps. Est-ce que vous le voyez? Ah ouais, j'ai jamais vu. Voilà, Incroyable. c'est normal, c'est parce que je l'ai rajouté. Si tu cliques dessus, il fera un son spécifique. Ok. Mais après, je fais un gros buzzer. On est en concurrence alors. Ah bah, on n'est pas obligé de compter les points, mais il y aura le Mais côté on de compte. genre celui qui répond en premier répond. Accroche-toi, Mélissa. Il y a 12 Ouais. questions, il n'y en a pas tant que ça, parce que je l'ai fait genre il y a 10 minutes, mais... Ouais, ce soir on est à ce point à l'arrache. Mais les auditeurs le comprendront, parce qu'à chaque fois que je donne les dates, il y a eu beaucoup d'enregistrements cette semaine, et il y en a certains que j'ai plus préparés que d'autres. Mais c'est pas le sujet c'est les guerres d'Italie, et plus précisément la 5e guerre d'Italie. Alors c'est un vrai ou faux notre quiz. Affirmation numéro 1. Le but de la 5e guerre d'Italie est de reprendre le duché de Milan. Alors, vas-y Ouais. Cyril, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exactement, tout à fait. C'est son père qui avait fait le plan et il est mort avant de l'avoir Tout à fait. conclu. Exactement. François Ier est sacré roi de France le 25 janvier 1515 et directement pour suivre effectivement ce qu'avait prévu son daron, il va rassembler de l'argent pour une nouvelle expédition en vue de reprendre le duché de Milan. Duché de Milan qui avait été perdu lors de la précédente guerre d'Italie face notamment aux mercenaires suisses en 1512. Donc bien joué Cyril. Alors, affirmation numéro 2. Ce sont les Médicis qui ont le contrôle du duché de Milan. Vas-y Cyril. Ouais, je vais laisser Tu répondre, laisses Mélissa, sans qu'elle Ouais. galère avec le buzz. C'est grave, je suis désolée. Non, t'inquiète. Moi, j'aurais dit faux. Ce qui semble, c'est les Sforza qui. Exactement, qui tout ça, à fait. Même encore. Exactement, Tout à fait. bravo. Merci. Tout à fait, c'est la famille Sforza. Est-ce que vous avez le nom du duc de l'époque? Si vous l'avez pas, c'est pas Ça grave. s'appelle Lorenzo, un truc comme ça. Maximilien. T'as dit un prénom italien au pif, c'est génial. Francesco Forza fut le duc de 1450 jusqu'en 1466, puis ses descendants le furent jusqu'en 1535, mais avec plusieurs interruptions dues aux occupations françaises. Et effectivement, en 1515, c'est le duc Maximilien Sforza qui est au pouvoir. Affirmation numéro 3. Le Saint-Empire et le pape vont envoyer énormément d'hommes pour aider le duché de Milan contre l'invasion française. Vas-y Cyril. Alors, il va y avoir de l'aide, mais c'est pas directement le. Donc c'est faux, je dirais. Oui, c'est faux, ouais, exactement, tout à fait. J'allais me porter dans l'explication. Vas-y, explique si tu veux. Non, mais du coup, déjà, l'Empire était pas très au point à ce moment-là. Et c'est plus tard Charles qui va Effectivement, ouais. vouloir capturer le territoire pour lui. Et, donc, c'est pas tout de suite pour ça. Déjà, c'est un peu le pape. Ouais. Et surtout, la ville de Milan qui a des petits partenariats. Tout à fait. En fait, effectivement, il y a quand même une alliance symbolique entre le Saint-Empire, le pape et le duché de Milan. Le pape envoie quelques hommes, le Saint-Empire un petit peu aussi, il me semble. Mais en fait, majoritairement, c'est surtout les mercenaires suisses qui vont en fait défendre le duché de Milan ardemment. La majorité des troupes sont vraiment des troupes suisses. Affirmation numéro 4. La bataille de Marignan va opposer les forces armées italiennes contre les forces françaises. Alors vas-y Mélissa, je pense que tu as un délai par rapport à Cyril. Bah, moi, je vais te dire non, parce qu'en fait, ça n'existe pas à l'époque, les forces italiennes. Exactement, c'est un tout à pays fait. qui n'est pas unifié, c'est des sortes de cités-États, même, enfin, la France de l'époque, c'est même pas ce que nous on considérait comme étant la France aujourd'hui, donc ça n'a pas de sens en fait. Exactement, la phrase n'a effectivement aucun sens compte tenu de l'époque en question. Après, moi, j'aurais dit oui et non, du coup. Ah, Il y vas-y. a quand même une petite surprise sur la fin de la bataille avec des troupes italiennes. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'Italie, mais bon. L'Italie en tant que telle n'existe pas, mais oui, tu as effectivement Exactement. un gros intervenant qui débarque à la fin. Mais pas de spoiler. Et pas de spoiler, parce que ce sera dans une des questions. Ah. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de force, en tout cas au début, il n'y a pas de force armée italienne, et comme on l'a dit, c'est essentiellement des mercenaires suisses qui vont se fighter. D'ailleurs, affirmation numéro... Ah, j'ai mis 2 x 4, donc deuxième 4. Du coup, il y a 13 questions. Ouh là là, ça va porter malheur. Avec l'accent, là, vendeur de pizza. Là. L'armée française comprend en son sein beaucoup de soldats allemands. Oui, vas-y Cyril. Alors, je dirais pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait des lance-quenets. Tout à fait, il y a des lance-quenets. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Moi, je trouve que 22 000, c'est quand même pas mal.
Mais après... En pourcentage, c'est pas la majorité. Pour moi, C'est- beaucoup, c'est dire la majorité. Ah oui, ça veut dire la majorité. Ok, ça marche très bien. Parce que je crois il est venu avec une armée de 60 000 personnes, donc en soi, 22 000, 60 000, c'est pas dégueu. Ouais, moi je trouve ça, Ah je oui, trouve ça, non, je ça- trouve ça ça pas aide, dégueu, hein. mais effectivement, c'est pas la majorité. Mais oui, effectivement, t'as à peu près plus de 22 000 lance-quenets allemands, t'as 2500 cavaliers lourdement armés des compagnies d'ordonnance, t'as 20 compagnies de Navarrais, basques, gascons, qui correspondent à peu près à 10 000 hommes, qui sont d'ailleurs sous les ordres d'un général qui s'appelle Pedro Navarro. T'as 8000 fantassins français, 3200 sapeurs ou charpentiers, une artillerie de 69 grosses pièces, donc des coulevrines, des serpentines. Tout ça sous le commandement de plusieurs personnes, dont par exemple Gaillot de Genouillac, qui est sénéchal d'Armagnac. Ça fait du Après, monde, je hein. t'imagine l'énorme Erasmus que ça devait être, ce truc. C'est clair. Ça devait être quelque Personne chose, se personne se comprend. comprend. C'est comme dans Kaamelott, quoi. c'est Vraiment, ça. l'armée part dans tous les Tellement de sens. langues différentes. Ça devait être le gros bordel. Aucune uniformité d'uniforme, tu sais, ils sont tous là avec plein de couleurs, j'imagine, différentes, avec plein de types d'armures différentes. Ah, ça devait être magique. Hein. Visuellement, ça va être incroyable. Ça devait être un truc de dingue. La composition était parfaite. Question suivante. L'armée de François Ier a franchi les Alpes par le même col que Hannibal lors des guerres puniques. Vas-y Cyril. Alors, il me semble que non. Parce que pour le coup, ils ont créé eux-mêmes la route pour passer le col. en Tout à venant. fait, c'est exact, bien joué. Bien que les Suisses s'attendaient à ce que les Français passent par le fameux col du Mont Cenis, les troupes de François passèrent par une route secondaire à travers le col de l'Arche. L'armée française, avec l'aide technique d'officiers ingénieurs comme par exemple Pedro Navarro, vont utiliser pour la première fois des explosifs pour élargir des chemins de montagne et franchir ainsi les Alpes en créant du coup une route secondaire. Alors qu'avant il y avait un sentier à peine praticable par les chevriers de la montagne. C'était le mont Cenis. Cenis, j'ai dit Cenis. Eh ben Cenis alors, Oui. pardon. Alors qu'en plus, t'y étais il y a pas si longtemps, j'ai vu la photo. Effectivement, c'est vrai, j'y étais il y a pas longtemps. À l'époque, il n'y avait pas le lac, je pense, mais Ni l'église. ni l'église, parce que l'église est très moderne. Et au total, il y a quand même près de 3000 apparemment sapeurs qui vont œuvrer pour pouvoir faire passer l'armée. Et donc du coup, tu vas avoir près de 30 000 fantassins, 9000 cavaliers, 72 canons, 300 pièces de petit calibre qui vont passer à travers ce nouveau chemin, au nez et à la barbe des Suisses qui avaient prévu du coup une grosse partie de leur défense à Suse, sous le col du mont Cenis. Sacré boulot quand même, hein. Regarde, faire passer Oui. une armée de 60 000 personnes avec cheval, tous les cuisiniers qui sont là pour faire la bouffe et tout, ça doit être un bordel. Ça devait être un bordel. Après, je pense qu'ils ont eu beaucoup de logistique venant de Savoie, puisque la maman de François Ier est quand même une duc de Savoie, une duchesse de Savoie. C'est Louise de Savoie. Donc Ah, je c'est pense Louise de qu'il Savoie. y avait un petit partenariat. Oui, c'est Louise de Savoie, sa maman. Donc je pense Ok. qu'il y a un petit. Un petit, Elle lui a fait il y ses avait un petit goûters. bonus quoi. Exactement. Tout le monde avait son petit N'empêche, goûter il le faut être quand matin. même sacrément organisé pour faire ça, quoi. Ah bah clair. comme on dit, on gagne les guerres sur le. J'ai plus le mot en tête. Sur la gestion des ressources, pas sur la bataille. On gagne Si sur t'arrives le à avant mieux- et pas le pendant, tu veux dire? C'est ça, oui. Et oui, donc Le cerveau est vite, je ne trouve plus les mots. son grand-père c'est Philippe II de Savoie, c'est incroyable. Ok, je savais pas du tout. Et il a des origines très prestigieuses, François Ier. Il va absolument gagner Milan parce que c'est son arrière-grand-mère, je crois, qui vient de là-bas aussi. Je veux dire, légitimement, il peut y prétendre aussi. Enfin, il a ouais. un arbre généalogique incroyable. Hein. Après, à l'époque, il y avait 15 enfants par famille, donc rapidement, ton arbre généalogique. Ouais, il touche finit à par toutes être les blindé. communes. Moi, je me souviens, je sais pas si C'est vous, vrai. je vais digresser un peu, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je trouvais que l'arbre généalogique des Valois spécialement, c'était un bordel. Il est affreux. Il est Franchement affreux. horrible. Il est horrible cet arbre généalogique. Par rapport à tous les autres là, Capétiens, Carolingiens et Bourbons qui sont ultra simples, les Valois j'en peux plus. À chaque fois que je regarde, je suis là, pourquoi c'est pas les Ah, Anglais les qui ont Valois, ça gagné quoi. passe de partout. Hein. Vraiment. Mais bref, revenons à nos moutons, ou plus particulièrement à notre très cher François. François Ier, après avoir débarqué du coup en Italie, a tenté de faire des négociations avec les différents protagonistes avant de lancer ses troupes en direction de Milan. Vas-y Cyril. C'est juste. Effectivement, oui c'est vrai, c'est juste, tu es très très fort dis donc. Hyper calé. Très très calé. Est-ce qu'elles vont aboutir les négociations ou pas alors? Ah. Eh bien, Elle ne non. vous dit pas, je crois. Eh non, effectivement ça va pas aboutir. Il va essayer Si à la bataille, c'est que non. Oui c'est vrai. T'imagines ça aboutit au final il va faire non mais j'ai changé d'avis en fait. Non, mais en vrai, ça me plaît trop, je suis désolé. Là, il va essayer de négocier avec la Confédération suisse, mais en fait, les cantons sont pas d'accord les uns avec les autres, donc ça va être le bordel. En Soum Soum, il va tenter de négocier avec le pape, mais pareil, ça va pas donner grand-chose. Donc du coup, go Milan, quoi. Donc Let's go. tout ce beau monde file vers Chenwick, tout ça. le parfait. duché. Et donc du coup, affirmation suivante.
Ce sont les Milanais qui vont provoquer la bataille, ces petits vilains. Vas-y Cyril. C'est juste. C'est juste, effectivement, tout à fait. Ces idiots vont sortir des murailles alors qu'ils étaient très bien derrière. Exactement, tout à fait. Ils ont pas vu les canons ennemis, ils ont pas vu la force ennemie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il s'est passé quelque chose. En gros, un certain cardinal Schinner, craignant le départ des dernières troupes de mercenaires avant que les Français arrivent, décide de provoquer lui-même la bataille par la ruse. En fait, il va envoyer, avec la complicité secrète de certains capitaines suisses, la garde ducale et des cavaliers pontificaux provoquer la cavalerie française. Le jeudi 13 septembre 1515, aussitôt le combat engagé, les cavaliers du pape revinrent appeler les troupes suisses à l'aide. Celles-ci, du coup, se mirent immédiatement en route, donc du coup sortir de la ville pour pouvoir aller affronter directement l'ennemi. Donc en gros, c'est visiblement un gars qui s'est dit putain, nos mercenaires vont se casser, donc si on se fait attaquer, c'est la merde, donc il faut sortir avant que les mercenaires se cassent. Après, c'est pour aspirer l'armée ennemie, donc ça peut être intelligent dans une certaine manière, mais bon, c'était fait avec des gros sabots, donc c'était pas Ouais, très... peut-être qu'après, très crédible. je suis pas stratège, mais c'est vrai que là, comme ça avait l'air d'être quand même une grosse connerie. Mais c'est toujours facile de juger 510 ans plus tard. C'est sûr. Après, les cavaliers français ont quand même donné la charge, donc clairement, ça a marché. Mais quand ils ont vu l'armée ennemie qui se repliait et les lanciers qui sortaient des murailles, ils se sont dit « Oh, cavalier contre lance, ça se passe mal, ça. Hein. » Donc demi-tour, et donc ça servait à rien, cette sortie. Enfin, leur plan était un échec, quoi. Des fois, ça arrive. Affirmation numéro 8. La bataille continua la nuit à la lueur de la pleine lune. Mélissa, vas-y. Je dirais oui, parce que c'est une bataille qui a duré plus d'une vingtaine d'heures, un truc comme ça, je crois. Alors oui, c'est vrai qu'elle a duré très longtemps, toutefois la lune va disparaître à 23h et il va faire nuit noire. Du coup, à partir du moment où il fait nuit noire, c'est plus possible de distinguer les amis des ennemis et la retraite va être sonnée. Et du coup, après quelques instants d'hésitation, les confédérés qui au début voulaient retourner carrément dans Milan décident de tenir leur position. Et c'est comme ça que la première journée de la bataille va s'achever. On raconte d'ailleurs que, comme plus personne n'y voyait rien, le roi de France, du coup François Ier, a passé la nuit appuyé contre une pièce de canon à peu près à 90 mètres d'un bataillon suisse. Voilà ce que dit la légende, tellement on n'y voyait rien. Je trouve ça assez rigolo, je sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même drôle. En vrai, c'est sûrement qu'ils devaient sûrement creuser un peu pour se mettre à l'abri, donc la guerre des tranchées, c'est pas arrivé en 14, donc... Faire un déjà, peu il des faut que foxholes les- d'une certaine manière pour... Exactement, des foxholes, même des pligny d'artillerie pour protéger tes servants de canon. Donc en vrai, c'est parfaitement crédible, je pense. Puis tu sais, ils devaient s'insulter en Suisse et en Savoyard, donc ça doit ressembler, quoi. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus ou moins. Hein, Question numéro 9. Au petit matin, à la lueur du soleil levant, une nouvelle armée arrive, les Vénitiens. Ils vont changer le cours de la bataille en se ralliant directement aux troupes suisses pour protéger le duché de Milan. Vas-y Cyril. C'est faux. C'est faux, tout à fait. Ce Exactement. sont les Rohirrim qui arrivent pour synchroniser. Oui, c'est ça exactement. Non, effectivement, les Vénitiens arrivent bel et bien, mais que font-ils du coup? Ils rallient le côté français, puisque c'était prévu qu'ils viennent. Tout à fait, exactement. En fait, au petit matin du 14, le combat va reprendre. L'artillerie française, commandée par le sénéchal d'Armagnac, fait des ravages, mais n'arrive pas spécialement à ralentir les Suisses. Tandis que l'aile gauche de l'armée, commandée par le duc d'Alençon, fléchit face au gros de l'ennemi, les lansquenets encore faiblissent aussi. La bataille bat son plein, mais soudain, à 8h du matin, retentit « Marco, Marco !» Ce furent les Vénitiens, menés par Bartolomeo d'Alviano, qui arrivèrent sur l'aile, avec près de 3000 cavaliers à la tête des fantassins et des estradios, des cavaliers légers des Balkans. Et ils écrasèrent le gros des Suisses, tandis que les lansquenets repartaient à l'assaut avec vigueur. Après avoir hurlé « À mort, à mort !» À mort. Et à 11h, les Suisses, qui avaient subi des énormes pertes, battirent en retraite vers Milan. En vrai, c'est assez épique, hein, comme... On dirait la comme- scène d'une série, ouais, c'est clair. Tout à fait, ouais, franchement, c'est On assez... dirait clairement le Seigneur des Anneaux. On dirait le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça fait très Rohirrim, hein, 3000 cavaliers qui débarquent là pour aller poutrer des gardes suisses. Et, Après, je trouve que le... Je spoil peut-être un peu, mais après, le rapport, le récit de la bataille, en fait, est carrément rendu épique alors qu'il n'a pas tant été au final. Cette Ouais. bataille, c'est un peu une bataille qui a presque pas eu lieu. Alors, elle a quand même eu lieu, hein. Les morts sont là, mais c'est vrai qu'elle a été sûrement un peu moins épique, due à la présence de... Les récits j'avais écouté un truc sur ça, sur le rendu après de la guerre, c'est des années après où François il a fait en sorte qu'il y ait une bonne propagande sur Marignan avec des chansons, avec des histoires qui étaient racontées. Donc ça a dû être un show déformé avec le temps, comme j'imagine beaucoup de batailles célèbres. Oui, c'est ça. Après Pavie, après la déculottée qui se prennent à Pavie,
C'est vrai qu'ils ont eu besoin de faire un peu cette propagande. Alors j'ai vu qu'il y a un peu des rivalités, est-ce qu'il a fait une propagande ou pas, puisqu'en vrai il était emprisonné. Mais oui, clairement la bataille est enjolivée pour que ça devienne un symbole, Un symbole. plus qu'autre chose. Ben, vous avez répondu à la question 10 qui était la bataille est devenue un symbole à la gloire de François Ier, donc félicitations. Waouh. Vous êtes trop fort, vous arrivez à anticiper mes questions. Donc oui, tout à fait, effectivement, ouais, vous avez tout à fait raison, hein, c'est un symbole vis-à-vis de François Ier, c'est le début de son règne, grosse victoire, blablabla. D'ailleurs, petit à petit, il y a des réécritures qui se font, hein, où symboliquement les Vénitiens disparaissent un petit peu du récit, où ça devient vraiment François qui est au centre du truc de plus en plus, donc c'est effectivement un bel outil de propagande. Il y a même à un moment donné, j'ai lu que il va adouber un chevalier en plein milieu de la bataille. Enfin, Alors non, c'est pas. François donc qui c'est se lui fait qui se adouber. fait, c'est lui qui se fait adouber, Ouais, c'est ça, ça. exactement. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a En fait, tellement on de sait pas qui c'est vrai. réécritures, on sait plus quelle est, Oui, quelle est la le réalité. vrai du faux, c'est effectivement très compliqué. Mais je parlerai de ça justement. Oh, ok, intéressant. Question numéro 11. Suite à la défaite, les Suisses boudent et refusent de traiter avec la France. Vous êtes en même temps, je vais donner la parole à Mélissa, qui a eu moins l'occasion de répondre. Non, c'est faux, ils ont signé de mémoire. C'est comme ça qu'après, ils ont plus voulu faire de l'ingérence, quelque chose comme ça. Tout à fait, Donc, effectivement. ils l'ont signé, le traité. Tout à fait, effectivement. Ah, Le c'est traité ça. de Genève, le 7 novembre 1515, les mercenaires suisses vont à nouveau accepter de donner leur service au royaume de France, ce qu'ils avaient refusé depuis longtemps auparavant. Donc non, ils boudent pas. Enfin, je pense qu'ils doivent faire un peu la gueule, mais... Non, au contraire, c'est vraiment un signe d'allégeance, c'est qu'ils jurent de ne plus jamais porter les armes contre les Français, et au contraire qu'ils protégeront le roi de France. Et c'est pour ça que, par exemple, à la prise des Tuileries, les soldats qui sont dans les Tuileries à protéger Louis XVI, ce sont des gardes suisses. Ah ouais, C'est les gardes je savais suisses pas qui ça. sont dans Paris. Il n'y a que des gardes suisses, un peu comme au Vatican, parce qu'ils ont juré de protéger le roi de France, parce qu'il leur a tellement mis une déculottée en 1515 que jamais ils n'iront contre sa volonté. Ils sont ultra honorables, enfin ils J'avoue, étaient c'est ultra hyper honorable, honorables. ouais. Ça a bien changé, mais Ça a bien changé. C'était avant. ça c'était avant qu'ils rachètent des F-35, mais bon, ne parlons pas de ça. Suite à la bataille de Marignan, la paix durera pendant très longtemps en Italie. Vas-y, Mélissa. Faux, il y a des cartes tout le temps là-bas. Ouais, exactement, il y a des gardes tout le temps. Ah, tu as dit avec tellement Quel blasé. argumentaire. Effectivement. Quand tu fais de l'histoire moderne, en fait, il y a des guerres tous les 6 mois là-bas parce que tout le monde veut revendiquer tous les territoires de tout le monde. C'est un bordel. C'est vrai. D'ailleurs, c'est déjà la 5e guerre d'Italie. Les guerres d'Italie, ça va s'arrêter avec la 11e en 1559. Et déjà là, après la défaite, enfin la victoire pardon, de Marignan, tout le monde va remettre le couvert 6 ans plus tard, en 1521. L'Italie va être le théâtre de l'affrontement d'ailleurs de deux monarques qui se détestent, à savoir François Ier et Charles Quint. Donc il va y avoir de la castagne, la grosse En castagne. même temps, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est vrai. On adore la bataille en Italie. Franchir les Alpes, on s'ennuie à aller là-bas, c'est pas pour rien. C'est pas parce pour que rien, vraiment- c'est vraiment, on a envie. Ils ont Ah envie oui, de voir les les lacs, oliviers, tout ça. la Toscane. Manger des pizzas. Gros égos, c'est le mec de la Renaissance, lui. Et donc bravo, vous avez réussi à répondre à toutes ces questions. Unbelievable. Vous êtes beaucoup trop fortes et forts tous les deux. Est-ce que vous avez envie de rajouter des petites anecdotes sur cette bataille de Marignan ou sur les guerres d'Italie, même de manière générale? Pourquoi pas parler de la bataille en vrai. Anecdote, je sais pas, mais Ouais. je sais que la guerre a posteriori, elle a été très réutilisée par la République. Ils en ont fait un peu un roman national, c'est pour ça que là, beaucoup de Français en fait la connaissent, c'est parce que c'est regardez le royaume de France, à quel point on était super fort. C'est toujours la même chose, c'est essayer de prendre des morceaux de l'histoire et les adapter Ouais. pour qu'on te dise tout le temps que ton pays est juste génial en fait. Oui, d'ailleurs, Ouais, c'est François incroyable, Ier c'est sert pour ça bien qu'ils dans les le Français, roman national aussi. Ouais. Ça figure. Complètement, alors qu'en fait, la guerre, faut vraiment savoir que, genre, sur le coup, oui, en effet, il gagne la guerre, il récupère pendant à peu près 10 ans, je crois, l'autorité, la légitimité sur le territoire. Mais après, il va complètement la perdre, ce qui fait que, littéralement, fait tuer pas le moins de 15 000 personnes. Enfin, cette bataille a tué pas moins de 15 000 personnes pour presque rien. Il y a rien après pour le royaume de France derrière. Enfin, c'est une bataille qui, en immédiat, ne provoque pas grand-chose. Je sais pas si toi t'es d'accord avec moi, Cyril, mais j'avais lu des choses sur le fait que le nombre de morts à cette bataille, ça a été tellement stratosphérique à l'époque que ça avait fait scandale. Ça a fait scandale ouais. parce que ça faisait depuis près de la fin de l'Antiquité qu'on n'avait pas eu une guerre aussi sanglante pour pas grand-chose. Oui, c'est ça. Alors en vrai, s'il y a eu juste la bataille de las Navas de Tolosa qui était incroyable, et puis celle en Pologne, mais bon, après c'est assez lointain. Mais c'est vrai que pour une bataille française,
une bataille médiévale, normalement, c'est 5000 gus contre 5000 gus, donc voilà. Ouais. Alors pour eux, c'était déjà l'apocalypse, mais en vrai, c'était que 5000 pécores. Là, d'un coup, c'est vrai que tu as des armées qui s'opposent presque. Au final, sur le champ de bataille, il y avait presque 100 000 personnes. Donc on est quasiment à un stade de bataille napoléonienne, ou comme tu dis, à une bataille antique, c'est vrai que c'est incroyable. Donc c'était démentiel, alors qu'en vrai, sincèrement, 100 000 personnes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bataille que t'as citée là? Tu l'as dit avec un accent impeccable, la bataille de Las Navas de Tolosa, Las Navas de Tolosa. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est durant la Reconquista, c'est en 1212. Là Ok. aussi, c'est facile à retenir. Ah oui, d'accord, 1212. C'est juste après la croisade contre les Albigeois, dans le Ok. sud de la France. Seule croisade qui s'est passée contre des chrétiens. Et du coup, le pape s'est dit mais juste de catholiques, l'autre parce côté des qu'il y a- Pyrénées, on a un territoire à reconquérir. Donc il a dit bon, tous les chevaliers qui sont actuellement à Carcassonne en train de tuer tout le monde, ça vous dit de traverser les Pyrénées de continuer. Du coup, ils ont dit oui. Et du coup, ils se sont réunis après Tolède, ils se sont réunis à Las Navas de Tolosa, où les Almohades les ont attaqués. Et je crois qu'il y a eu plus de 200 000 hommes sur le terrain. Ok. Et la cavalerie franche a fait tout le taf, évidemment. Avec les arbalétriers, parce que les arbalètes tirent beaucoup plus loin. Donc voilà, une énorme bataille, qui est un énorme tournant dans les Reconquista, puisque à partir de là, l'Espagne tombe aux mains des chrétiens. Petit à petit. Mais Ok. ce n'est pas notre sujet. Tout à fait, mais intéressant toutefois néanmoins. Ok, je me permets une petite précision parce que ça dit c'est la seule croisade contre des chrétiens, c'est la seule croisade contre des catholiques, parce qu'il y a quand même Constantinople qui s'est fait raser par les croisés. Et c'était juste une halte sur la route. Ouais, c'était pas le C'était but bien de la retour. croisade, c'est ça que tu veux dire? Exactement, oui. Ouais. Jamais personne n'est parti. Ah, ils voulaient prendre des vacances, quoi, voilà, c'est... Et puis, qui n'a jamais rêvé d'aller à Constantinople, profiter du soleil, aller au bazar. Du coup, Cyril, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui, du chevalier Bayard. Oh, ah oui, d'accord, cool. Ça, c'est THE chevalier. Je fais chier tout le monde autour de moi avec ce chevalier. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais, je surkiffe. Étant donné que je suis savoyard, ma mère m'a toujours bassiné comme quoi la Savoie, c'est le top of the world. Que Chevalier Bayard, c'est incroyable. Alors que le Chevalier Bayard n'est pas savoyard. Hein, je spoil déjà. Au contraire, il était contre la Savoie pendant un petit temps. Ah merde. Mais il est né juste à côté de la frontière, à Pontcharrat, donc vraiment à 2 km de la Savoie. Et c'est un personnage qui m'a toujours fait absolument rêver parce que même si son histoire a peut-être été enjolivée, c'est juste une histoire absolument dinguement folle et dinguement incroyable. Et c'est super dommage que le seul film qui a été fait sur lui, c'est un film ironique, comique, nul avec Gérard Jugnot, Ah ouais? alors que le personnage a une histoire complètement tarée et que c'est peut-être le meilleur chevalier qu'il ait jamais eu de toute l'histoire, aussi bien en combat, mais surtout dans son état d'esprit. Et donc c'est un personnage qui, je trouve, juste incroyable. Ok. J'ai vraiment pas de mots. Je le connais pas du tout, je pensais même d'ailleurs que Bayard était plus Moyen-Âge intermédiaire que début époque moderne. Alors il a fait les deux, enfin c'était fin Moyen-Âge, début époque moderne, puisqu'il a participé aux campagnes d'Italie avec le papa de François, Ok. avant d'y aller avec François. Et du coup, c'est quelqu'un qui a toujours eu un petit côté italien, du coup, parce qu'étant donné qu'il est né en Isère, l'Italie c'est assez proche. Ouais. Et il a fait je vais dire sa croisade. Il a fait la campagne d'Italie avec le papa de Charles, du coup, il s'était rapproché du Milanais, où d'ailleurs il avait trouvé il s'était pas marié, mais il avait fait un contrat avec une famille là-bas par rapport à une femme qu'il aimait. Et il l'a pourtant rarement vu. Mais par contre, il était énormément engagé sous les couleurs françaises, et il était toujours extrêmement fidèle au poste. Et dès 1504, il y a un événement qui est juste absolument incroyable, qui est un énorme fait d'armes, c'est que les troupes françaises se replient depuis Naples, ils traversent le pont du Garigliano. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est exactement là où il y a eu la bataille de Monte Cassino, au cas où. Ok. Et du coup, l'armée française traverse le cours d'eau qui en plus est assez vif là-bas, sur un petit pont de bateau. Et à ce moment-là, il y a 300 cavaliers napolitains qui arrivent et qui foncent sur l'arrière-garde française. Et que fait le chevalier Bayard? Il reste à l'arrière, il dit aux Français de courir, de s'enfuir, et seul, il affronte les 300 cavaliers napolitains, Waouh. et seul, il les massacre, C'est vrai? jusqu'à ce qu'il fasse le tour, parce que c'est juste un monstre, cet homme. Il est incroyable, et il veut toujours se sacrifier pour sauver tout le monde. Il a vraiment à cœur la chevalerie à l'excès, et sur le pont du Garigliano, il fait donc ce petit miracle. Je peux peut-être mettre une petite peinture Je vais voir. qui est totalement anachronique. Qui date du Mais, 19e siècle, non, c'est ça. Tu l'as mis où? Exactement, au 19e siècle. Mais en tout cas, il est très classe dessus. Ah ouais, cool. Et donc, à partir de là, on comprend que c'est quelqu'un qui est très très valeureux et il va tout le temps faire des batailles un peu partout pour le royaume de France.
Donc il fait plusieurs batailles en Italie, où évidemment à chaque fois c'est s'illustre. Il a fait une bataille dans les Ardennes, où l'armée de l'Empire attaque une toute petite bourgade, à peine consolidée autour d'une petite forteresse. Donc elle est perdue, et lui il décide de ne pas se replier, de rester là, de sauver tous les habitants qui y a dedans, et de résister. Et je crois qu'il a que 500 hommes avec lui, ils font face à je crois 35 000 hommes. Et au bout de Ouais. 5 jours, il va faire tomber le moral de l'armée adverse, tellement qu'il va massacrer d'hommes avec ses troupes, et que le petit fort va tenir, que l'armée des 35 000 hommes doit partir. Donc ça lui vaut encore des lettres de noblesse de seul avoir fait tenir cette petite bourgade au fin fond des Ardennes. Il y avait une ville, alors j'ai oublié laquelle, mais il y a une ville où il y a eu le fameux duel des 26 chevaliers, je crois, un truc comme ça. Ok. Où je crois que c'était l'armée anglaise qui voulait la prendre, donc ça devait être Rouen. Et ils ont dit, bon, bah, plutôt que faire attaquer nos deux armées, chaque camp choisit 13 chevaliers, et Ok. ils s'affrontent. Et le gagnant garde la ville. Et tadada, pas de chance pour les Anglais, Bayard était justement dans cette ville, de passage en plus. Il dit, bon, bah, let's go, hein, je m'inscris sur la liste. Et victoire des Français, et je crois que Bayard à lui seul en avait tué 7. Donc duel après duel, il les a tous eus, alors que certains Français perdaient. Et à la fin, il restait plus que Bayard et 2 ou 3 autres Français. Alors, je me permets un arrêt de montage pour vous signaler que les souvenirs de Cyril mélangent en réalité deux événements. D'une part, le combat des 30, qui est effectivement un gros combat de chevalerie qui a eu lieu pendant la guerre de succession de Bretagne, qui a donc opposé les Bretons aux Francs, avec effectivement une soixantaine de chevaliers qui se sont affrontés pour déterminer le sort de la commune de Guillac dans le Morbihan. L'autre événement, c'est un événement que l'on appelle le défi de Bartella, qui est un tournoi de chevalerie qui s'est déroulé le 13 février 1503 sur le territoire de l'actuelle commune de Trani, qui fait s'opposer du coup 13 chevaliers italiens et 13 chevaliers français à la suite du dénigrement dans les propos tenus par Charles de la Motte sur la valeur des Italiens qui ont été injustement accusés de lâcheté. Ce défi n'a pas été une victoire des Français que nenni, mais bien une victoire des Italiens, adapté d'ailleurs dans un film d'aventure franco-italien en 1976 sous le titre de La Grande Bagarre. Au niveau des chevaliers, en tout cas d'après les sources officielles, point de chevalier Bayard, même si toutefois certaines légendes anciennes mentionnent qu'effectivement il était de passage et qu'il s'était inscrit pour rigoler. Voilà, donc entre légende et réalité, cela rejoint bien un peu tous les contes sur la chevalerie que l'on peut avoir. Sur ce, merci quand même à Cyril de nous avoir égayé de cette anecdote qui mélange justement plusieurs anecdotes sur ce retour direct. Donc vraiment, c'est un chevalier qui avait vraiment la vertu du sacrifice pour protéger la veuve et l'orphelin. Et donc c'est pour ça qu'à Marignan, alors donc, c'est tourné de plusieurs manières, c'est vrai, c'est faux. Personnellement, je suis fier de croire que c'est vrai parce que ça m'arrange énormément. Mais à Marignan, à la fin de la bataille, le 15 septembre, étant donné que François Ier a été un valeureux soldat qui s'est battu, et bien Bayard l'adoube chevalier. Alors, évidemment, il y a beaucoup de critiques parce qu'il semblerait qu'il avait déjà été adoubé avant, mais que ça l'arrangeait pas parce que le gars était passé du côté adverse depuis, donc ça a peut-être été réécrit. Mais je préfère dire que voilà, le chevalier Bayard a adoubé François Ier à la fin de la bataille parce qu'il avait vécu cette bataille d'une manière stratégiquement fiable. Ok. Donc, vraiment, un homme incroyable. Et son histoire va se terminer. Oui, j'allais te non demander, loin mais de- ça se termine comment du coup cette histoire? Eh bien, en vrai, c'est juste à côté de là où tu étais en vacances en Italie. Donc, entre là où tu étais et Milan, où les Italiens attaquent, enfin les Italiens, l'Empire attaque, des Allemands, je crois d'ailleurs, et il faut fuir, et il fait fuir la population, et finalement il se prend un coup de fusil dans le dos. Et Merde. donc il s'effondre. C'est horrible. Et il est pas mort, du coup Ok. il rampe et il s'assoit au pied d'un arbre, et là il y a un duc qu'il connaissait. Il lui dit comme quoi il a énormément de pitié et qu'un homme comme lui ne devrait pas terminer assis par terre dans la terre. Et Bayard lui aurait répondu qu'il avait encore plus de pitié pour lui car il avait trahi son prince. Et ainsi, il est mort et son corps a été renvoyé. Il y a eu de grandes funérailles à Grenoble. Et c'était tellement une figure incroyable liée à la royauté qu'à la Révolution, ils ont essayé de bazarder son corps. Et bon, au final, il a été un peu perdu, puis sûrement retrouvé il n'y a pas si longtemps, mais on a un doute. Ok, on va Mais savoir si voilà, c'est lui ou c'est pas une quoi. c'est une figure juste incroyable. Il a participé à des batailles, il était au premier rang. Pour Marignan, il était avec les troupes en train de se battre. Et
Ah, Et c'est c'est le... juste incroyable de voir qu'il y avait des vrais chevaliers qui existaient, Ça, quoi, c'est le des gens. chevalier à l'ancienne, quoi. C'est ça. Mais même à l'ancienne, au final, c'était surtout un titre. Parce que secourir la veuve et l'orphelin, il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient. Hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est Alors que lui, le vraiment. cliché, on va dire, peut-être plutôt du chevalier à la romantique, quoi. Exactement. Noble, tout Vraiment, il faut ça. rentrer dans un roman Ouais, magnifique. Parce qu'au final, pareil, je crois qu'il n'a jamais connu d'autres femmes que celle à qui il s'est promis à côté de Milan quand il était jeune. Et c'est pour ça qu'il était resté à côté de Milan lorsque les troupes ennemies attaquent. ok. Parce qu'il était lié à cette famille, a donc une femme. Et il a eu des enfants, je crois, avec elle. Mais donc même là, c'est pas un gars qui faisait comme François, qui à chaque fois que son cheval voulait paître un coup, et ben lui, il allait coucher avec la fermière du coin. Non, Bayard, lui, était fiable sur absolument tous les points. Et c'est pour ça que c'est sa fameuse devise, sans peur et sans reproche. Sans reproche. Archinistiquement parlant, tu vois, c'est quoi? C'est ta famille qui a écrit des mémoires sur lui, c'est des ambassadeurs étrangers qui ont parlé du chevalier, c'est qui raconte sa vie à ce gars? Alors, il avait beaucoup d'amis de combat. Je sais qu'il y a une sorte de biographie faite par un de ses frères d'armes. Et puis après, il était tellement connu que tout le monde était obligé d'écrire. C'est vraiment la superstar dans le bataillon. Le superstar du coin? Ouais, c'est ça. Donc il y avait beaucoup d'écrits quand les gens voyaient arriver que c'était lui Bayard. C'était oh putain, waouh, 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 waouh. Donc évidemment, il racontait. Alors évidemment, sur sa mort, sur ce qu'il a dit au comte ou au duc qui est venu lui parler une fois qu'il avait pris la balle dans le dos, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de témoins comme d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est assez bien documenté, mine de rien. Alors il y a des documents malheureusement qui datent d'après sa mort, donc tu peux te dire que ça a Ok. peut-être été parfois un peu arrangé. Mais par rapport au nombre de sources qui à chaque bataille montrent qu'il était valeureux, tu peux te dire qu'il y a quand même un fond de vérité qui est assez impressionnant. Puis il a eu une sacrée réputation, quoi. Ouais, j'ai vu que, en regardant un petit peu la vite fait, qu'il a tenté d'enlever le pape aussi en 1500 et des patates. Donc ça c'est culturel, ça. C'est rigolo. Et apparemment, le noble qu'il a croisé, c'est le connétable de Bourbon, qui s'était retourné effectivement contre le roi de France. Mais c'est hyper intéressant. Rien que l'enlèvement du pape, il a une vie de dingue, en fait, ce bonhomme. Ah oui, c'est ça, il a connu plusieurs rois, il a connu plusieurs terrains. Enfin, Par c'est contre, le juste... rapport avec la Savoie, il est clairement du Dauphiné, le mec. Ah oui, oui, totalement. C'est juste les Savoyards qui fantasment comme quoi c'est l'un des leurs. Oui, Alors qu'il était dans l'équipe adverse. Oui, voilà, c'est ça, alors que pas du tout. Normalement, vous devriez le détester, normalement. Normalement, oui, mais en vrai, il est tellement, il est Ton- tellement classe que t'es... Ouais, non, mais c'est l'un des nôtres. Tu tires la côte de ton côté, quoi. Bah, franchement, merci beaucoup Et non, de rien. pour cette information. Je connaissais pas du tout le bonhomme en question. Toi, tu connaissais Mélissa un peu de réputation ou pas? Non, pas du tout. J'avais vu le mot du chevalier de ce mec-là parce que justement, il y a des débats chez les historiens et l'événement de l'adoubement de François Ier, il est apocryphe ou pas. Ouais. Donc forcément, là, il parle de ce gars, mais je savais pas que c'était genre the figure emblématique des 50 dernières années dans l'époque de François, quoi. Ok, genre, le mec est incroyable. Ouais, j'avoue que là, je suis en train de regarder, je regarde vite fait sa page Wikipédia, il y a plein de tableaux avec lui. Ça a l'air d'être assez ouf. Mais du coup, il était vachement vieux à la fin. Mais c'est vrai que je connais pas... Il est pas né en 74. Si, c'est ça. Alors, attends, j'essaie de... Ouais, bah ça fait pas faire très un vieux, cap. hein, 50 ans. Ouais, pour un mec qui dit roi tout le temps, en vrai, il a plutôt bien tenu. Ouais, j'allais dire quand même, enfin, je sais pas si tout le monde à cette époque-là, à 47 ans, est capable de se fighter encore au milieu de tout le monde, quoi. C'est badass, quoi, quand même, je trouve. Ah bah oui, carrément. Hein. Ah, puis il devait sûrement très bien maîtriser. Quand tu vois un peu les histoires sur ces duels, alors évidemment, toujours sujet à caution, Ouais. mais ils disent qu'en quoi il maîtrise énormément les feintes à l'épée et il est juste imbutable, le bonhomme. Ouais, en fait, il est. Et du coup, il se bat avec une. Je t'en demande peut-être un peu trop, mais du coup, son escrime, il fait de l'épée à deux mains ou. J'en sais rien du tout. Parce que quand je le vois là en dessin, il est toujours en armure de plate avec une énorme épée et Je pense tout. qu'il avait une épée à une seule main, puisque étant donné que c'était surtout un cavalier, cavalier, je pense ouais. qu'il avait vraiment une Ok. épée. Ou alors peut-être qu'il était bon à toutes les armes, parce qu'après tout, il est savoyard et les savoyards sont super forts. C'est toujours le déni, quoi. Qui est clairement dans le déni. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Cyril pour ces informations sur le chevalier Bayard qui sont vraiment très très chouettes. Merci en tout cas. J'ai bien rajouté quelque Ah, chose. vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'on a fait un quiz sur la bataille, on n'a pas tant parlé de la bataille, malheureusement, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Rappelons-le que Moi, le quiz c'est a que été j'aime bien les écrit batailles, 5 minutes avant avant l'enregistrement. Oui, et tu vas rajouter des choses sur la bataille en elle-même. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que c'est une bataille qui, je trouve, marque un énorme tournant dans les mentalités. Ouais. Parce que, en fait, ce que je dis, une sorte de fausse bataille. Parce qu'en vrai, ok, il y a des morts et tout ça.
Sauf que c'est surtout au final des piquets qui s'offrent à une artillerie. Et c'est la première fois qu'il y a autant d'artillerie sur un champ de bataille. Donc, alors, Hmm. je crois que le chiffre, c'est à peu près 150 canons. C'est vrai que j'ai Je sais été pas étonné de si on voir compte autant de les canons dans la liste des armées. C'est assez impressionnant, je trouve. Ouais. Et oui, surtout à l'époque, c'était un début, hein. Ouais. D'ailleurs, les Savoyards ont été les premiers à avoir des fusils. Et ça datait pas de longtemps avant. Les Savoyards, Les tu dis? chevaliers. Ouais, je sais pas Ok. pourquoi, c'est les premiers à avoir eu des fusils en Europe. Les chevaliers tireurs de Chambéry. Et du coup, ça veut dire que c'était très très peu avant. Je sais pas, je dirais une bêtise, mais ça va être en 1495. Et donc, ça fait que les canons n'apparaissent pas depuis très longtemps que ça. Et là, il y en a 150. Alors évidemment, ils tirent pas du tout droit et ils tirent pas du tout loin. Mais bon, faut imaginer déjà que le bruit est absolument terrifiant. On avait des témoignages du siège de Constantinople par les Ottomans qui tirent au canon, le fameux immense canon pour détruire la muraille de Constantinople. Ils disaient Ok. comme quoi juste le bruit du tir effrayait tous les soldats. Pour eux, c'était un jugement divin. Donc là, on peut imaginer qu'avec 150 canons, ça devait faire un bois incroyable sur le champ de bataille. Et les pauvres piquiers suisses qui marchaient comme des tercios espagnols, qu'ils avaient vraiment repris le schéma des tercios. Et du coup, c'est juste des piquiers qui, à l'intérieur des piquets, ont des gars avec des couteaux pour aller seriner les ennemis, et d'autres avec des mousquets. Mais ça reste des piquets qui avancent comme des Macédoniens avec les grandes sarissas. Et donc, ils se sont offerts à l'artillerie française, qui ont tiré encore et encore et encore et encore dans le tas. Ça fait que c'est pas une véritable bataille, c'est plus un changement d'air. Les Suisses étaient encore à une ère où on pouvait se battre avec la lance, et les Français leur ont montré que bien non. Ok. Et c'est vrai que c'est un tournement. Oui. D'où le fait du taux de mortalité en fait. C'est que j'imagine les techniques, les tactiques militaires de l'époque ont pas suivi le changement technologique. Oui, c'est ça, sûrement, hein. À la limite, il y avait de la cavalerie qui pouvait prendre les canons de cours, mais et les Français aussi avaient de la cavalerie, donc c'était match nul là-dessus. Ouais. Et les Milanais n'avaient pas jugé bon de... Enfin, les Milanais. Les Suisses n'avaient pas jugé bon de miser sur les canons. Donc forcément, ça fait vraiment une dichotomie sur le champ de bataille. Et au final, plus tard, le match retour de la bataille de Pavie, il va être gagné par Charles Quint, et en grande pompe, tout ça parce que il va avoir 2 fois plus de canons que les Français. C'est la course à la quantité de canons, Ouais. déjà à l'époque. Et je crois qu'il va ramener 300 ou 400 canons, Charles Quint, et les Français ne peuvent absolument rien faire contre ça, et c'est la défaite. Donc Ok. voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Marque aussi, c'est pour ça qu'on dit parfois 1515, c'est le changement de l'ère médiévale à l'ère moderne. Ouais. Parce que aussi, il y a cette révolution, on va dire industrielle, artisanale sinon, qui marque un tournant dans la vie des combats. Et sachant qu'avant, on faisait beaucoup l'histoire des batailles, plus que l'histoire sociale, on a peut-être fait par rapport à ça. Effectivement, ouais. Moi, je suis très intéressé par tes chevaliers de tireurs de Chambéry, qui sont d'ailleurs un club de tir à Chambéry aujourd'hui. Oui, je voulais m'inscrire quand j'étais au lycée. Ah ouais. On est d'accord qu'ils sont pas... Parce que là, c'est chevaliers de tireurs. Ils sont pas à cheval avec des mousquets Non, quand je même. crois pas. Non, c'est pas... Franchement, je suis même pas sûr que c'était vraiment des chevaliers, hein. Ok, ouais, c'est plus c'est plus une appellation, quoi. On n'est pas comme les Quelque- conquistadors dans Age of Empires, quoi, rassure-moi. Exactement. Non. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je crois que le tir qu'a reçu dans le dos Bayard, c'était... alors, c'est un nom spécial comme arme, mais c'est les un peu fusil-pistolet qu'avaient les cavaliers, justement. Donc, ça existait vraiment, Ah ouais, les donc t'avais quand même chevaliers-tireurs. des chevaliers, Enfin, des mecs à cheval avec des flingues. Exactement, oui, ça existait. Ok. Bon, la précision d'être encore pire qu'avec un canon, mais Ok. quand tu étais à 2 cm, ça perçait l'armure. Parce que c'est vrai que les armures ne se perçaient pas à l'époque, hein. Les hallebardes, c'était la meilleure arme de contact, parce que l'hallebarde, c'est 3 armes en une. La première, tu chopes le gars, tu le mets par terre, donc c'est le petit crochet qui est au dos de la hallebarde. Ensuite, tu lui mets un grand coup de hache dans la bidoche, ça fait pour faire une petite fissure dans l'armure, et enfin, la pointe qui est en haut dans l'hallebarde, tu la plantes par le trou qu'il y a eu dans l'armure. Donc tout un protocole, parce que y a que dans les jeux que l'armure ne résiste pas au coup d'épée. Et oui, c'est vrai. Voilà. Et les balles, évidemment, à travers, donc c'était un peu une arme de contact très pratique. Apparemment, ça s'appelle des arquebuses aussi, quand même, pour les arquebusiers à cheval. Mais j'arrive pas à trouver d'image à quoi ça ressemble. Et ça a été créé par... les premières unités d'arquebusiers à cheval ont été créées par un condottiere italien à la fin du XVe siècle, durant les guerres italiennes, bien évidemment. Et ce condottiere qui s'appelle Vitellozzo Vitelli était au service du roi de France Charles VIII, apparemment. Donc en gros, le concept, c'est tu es à cheval, tu te tiens avec ton arquebuse, puis ensuite tu dégaines ton sabre et tu charges. D'accord. Voilà. Là, je suis tombé sur un article de l'Académie de Savoie Ouais. sur les chevaliers tireurs d'Annecy. Ok. Et ils ont été créés en 1509. Oh, waouh. Ok. Donc, je ne sais pas. Ceux de Chambéry, quand
C'est puisque Annecy, à l'époque, c'était un tout petit village un peu paumé. Donc, ça doit être sûrement un peu avant. Donc. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment des. Comme tu l'as dit, ce que je trouve chouette, c'est que c'est vraiment une époque charnière où presque entre deux mondes, en fait. Un monde d'armement moderne, canons, fusils, etc. Et un monde de chevalerie encore à l'ancienne. C'est ça qui est assez Tellement. passionnant avec Les moments le début de l'époque moderne. Ah oui, c'est vraiment un des points pivots qui font les forts et les faibles. Hein. C'est vraiment comme aujourd'hui entre un drone et un véhicule Ouais, classique. exactement. Et un véhicule classique, ouais. Ouais, Tu c'est peux rien faire. c'est ce changement de technologie où, oui, c'est effectivement quand même très avantageux d'avoir des canons et des arquebuses avec soi. J'avais vu je sais pas si vous connaissez Histoire Appliquée, il avait fait quelque chose sur une vidéo sur pourquoi est-ce que l'on a pris des arquebuses, et effectivement, la réponse c'était parce que paradoxalement ça coûte moins cher, et en plus ça fait, même si ça peut te péter entre les doigts, sur le long terme ça fait plus de dégâts, et c'est une nouvelle arme, et c'est bien de l'avoir. Si tu l'as pas, t'es désavantagé. Ah oui, puis quand tu regardes les gabarits qu'il y avait, il y avait les arquebutes. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais une arquebute, c'est une arquebuse, mais qui fait 5 mètres Ouais, de c'est long. celle qui est géante là, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, oui. Et il y en avait plein. C'était les armes de secours dans les petites forteresses. Et tu te dis, le sniper avec son fusil de 5 mètres, il devait absolument rien voir d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était des essais, mais t'avais le dessus sur des gars qui avaient juste des arcs et Bah ouais. des carreaux de mallette qui ne pouvaient absolument rien faire en face. Puis rien que le concept même de psychologie, où t'as quand même des gars en face qui font qui font le bruit de l'enfer. En termes de portage de munitions, c'est juste des petites billes. T'as pas trimballé un carquois avec 10 000 flèches. Enfin, tu peux réimprimer limite tes balles avec toi constamment si t'as ton matos. Enfin, C'est ça, puis juste le bruit déjà. C'est vrai que nous, quand on Très entend un pratique. bruit qui peut s'apparenter à un bruit de tir, on est un peu comme des chiens à lever la tête, à se demander où c'est, à être un peu pétrifié. T'imagines en pleine bataille, t'es en pleine charge, d'un coup t'entends C'est des ça. tirs, tu dois sortir de ton émotion, C'est sortir clair. de ta volonté de te battre et de te dire oh putain, c'était quoi? Et ça casse un élan. Hein. Ouais, en termes de psychologie, c'est Quand t'as pas pas l'habitude rien. de ce type de bruit, ça doit être terrible quand t'as pas l'habitude de ce type de bruit, tu sais, plusieurs fois, répétition. Ouais. Ah oui, c'est ça. Les Suisses, ça a dû leur faire bizarre, hein. Ça les a changé des cloches des vaches des montagnes. Hein. Et pas les Savoyards, du coup. Ouais, ça va, ils étaient habitués, c'est bon. C'est des putains de tireurs. Ok, bah super, merci beaucoup à nouveau pour toutes ces précisions sur le déroulé de la bataille et la technologie. Est-ce que vous avez encore envie de rebondir ou pas? Pour moi, il y a un événement de la guerre d'Italie que je trouve qui est aussi particulier. Ouais. Désolé, hein, Non, vas-y. mais en vrai, c'est le sac de Rome. Je sais pas si Ouais. vous connaissez ça. Je sais pas si tu connais ça, Mélissa. Mais, Je connais plein de sacs de robe, mais je ne connais pas celui-là. c'est Celui de malheureusement juste 1527. après Hein. la bataille de Pavie. C'est ça. Et au final, Charles Quint va demander à prendre Rome pour sécuriser le pape et tout ça. Et si je me souviens bien de l'histoire, en arrivant à Rome, malheureusement, le chef de l'armée, pendant une cuite, je crois qu'il se bat avec quelqu'un et il meurt. C'est des choses Ah qui ouais. arrivent. Hein. Et malheureusement, donc toutes les troupes, je sais même plus combien de milliers d'hommes, sont dans la ville et n'ont plus aucun commandement. Et ils décident pendant des jours, des semaines, je me demande si c'est pas des mois, si c'est pas 6 mois, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Et donc ce sac de Rome est dit du sac le plus horrible qu'il ait jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Car c'était des massacres, des tortures, des viols. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient en toute impunité. Et au bout d'un moment, même Charles Quint a envoyé des missives pour dire s'il vous plaît, faites quelque chose, faites quelque chose. Et au bout d'un moment, ils ont envoyé une armée, je crois, pour Ok. leur rendre raison. Parce que la ville de Rome a été absolument torturée d'une manière absolument effroyable. Alors Rome, en 1500, c'était pas non plus Rome qu'on connaît aujourd'hui. Je crois qu'il y avait que 25 000 habitants, un truc comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Mais on peut imaginer que c'était vraiment affreux. Bah, Rome avait Terreur. 10 fois moins d'habitants que Milan, par exemple. Ouais. Mais donc Ok. voilà, le terrible sac a vraiment jeté un énorme froid parce qu'on veut bien faire des guerres, on veut bien mourir, on veut bien se tirer dessus. Par contre, ça, il n'y avait absolument aucune raison que ça se passe dans aucun des mondes. Et ça a montré que l'emploi de mercenaires et le fait de ne plus avoir de commandement, ça peut avoir des conséquences vraiment tragiques, surtout aussi loin de leur territoire, où Ouais. ils étaient vraiment, pour eux, à l'étranger, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, un peu comme des touristes, et sans aucune loi. Sans Donc aucun vraiment, doute. je crois que c'est le pire point de toute De toutes les guerres toutes les d'Italie. campagnes d'Italie. Ouais, j'ai le nombre d'habitants. Apparemment, c'était 55 000 habitants à Rome. Et à la fin du sac, la population était divisée par 5. Oh putain. Voilà.
Après, Vraiment. tant à la fois à cause du sac qu'apparemment aussi ils se sont pris une petite peste à cause des morts. Ah oui, puis il y en a qui ont dû fuir également. Ouais, j'imagine. Mais Et non, mais Rome est c'était- évacuée en 1528 après. c'est juste un truc de taré ce siège. Je trouve quasiment plus important que d'autres campagnes d'Italie, tellement l'histoire, je dirais, devrait pas être oubliée. C'est quelque chose que personne ne connaît. Et tu dis, Oui, putain, c'est tous vrai ces ça, ouais. pauvres J'avoue gens qui sont oubliés. que... On fait l'effort de faire pour la Shoah un devoir de mémoire et pour plein d'autres choses. Et tu dis, c'est surtout en Italie, ces pauvres gens, leur Ouais, histoire, tout le monde s'en fout parce que, bof, c'est la campagne d'Italie, quoi. ouais. C'est comme d'habitude, c'est qu'en fait, si on s'en souvient pas, c'est parce que les livres d'histoire d'après et tout le travail des États après pour essayer d'apprendre l'histoire, ils ont sélectionné des événements que eux considéraient comme étant les plus importants, en oubliant ceux qui, à leurs yeux, étaient les moins importants. Et donc forcément, petit à petit, de génération en génération, la dernière fois on en parlait, Marc, il fallait quoi? Il fallait 2 générations pour oublier? Ouais, Ah même, voilà, là, ouais, on c'est ça, est, 80 ans à peu près. là, on est je sais pas combien de temps après. C'est sûr, on est 500 ans après. Mais c'est vrai que même en ayant habité à Rome, je connaissais même pas cette histoire. Il n'y a rien là-bas qui commémore le sac de Rome 500 ans plus tôt. Alors que, je sais pas, dans mon village en Savoie, on commémore le fait que le marché a débuté il y a 500 ans. Donc il y a moyen de faire quelque chose Que quand le même. marché, Le marché de la commune a commencé il y a 500 ans. Ouais. C'est énorme. Et on se fait pas, hein. Non, en C'est plus, je crois que c'est génial. 1000 ans. Ok. Ça a commencé en l'an 1000. Ok, vous Ouais, avez parce un que marché les- qui est dans ta commune en Savoie qui dure depuis 1000 ans. Ouais, c'est ça. Incroyable, en vrai, comme info. Oui, et en vrai, c'est trop cool. À chaque fois qu'ils font les anniversaires, il y a des duels de chevaliers. Ah, Donc, trop rien à bien. voir, mais- Attends, mais c'est quel village? Novalaise. Novalaise. Ok. Mais ouais, du Ouais, coup, c'est après, génial. c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a une sélection dans l'histoire. Mais même sur place, ils pourraient faire quelque chose. Sur place, à la limite, à Rome, tout ce qu'on a, bah, c'est sur évidemment l'unité italienne. Mais sinon, c'est notamment à l'ouest, à côté du Trastevere, c'est la commémoration du siège de Rome par les Français qui voulaient, qui voulaient capturer le pape. Ouais. Et c'est la seule chose, parce que les Romains se sont sacrifiés pour protéger le pape. Et voilà les peu de commémorations qu'il y a. Et ils oublient toute l'histoire qu'il y a pu avoir autour. Et de toute façon, avant, ils avaient même oublié, d'ailleurs, et je m'éloigne énormément du sujet, mais Vas-y, ils avaient c'est même grave. oublié tout ce qui était romain. Ils avaient construit Ouais. sur tout ce qui était romain. Et c'est Mussolini qui a détruit tous les palais de la Renaissance qui existaient sur le Palatin et en dessous, pour ressortir des vestiges de ce qu'on savait qui était en dessous, de l'Empire romain, pour dire aux Romains, vous voyez, avant, vous étiez des grands guerriers, et maintenant, il va falloir se battre comme avant. Et ça veut dire que les Romains oublient très très rapidement leurs histoires. C'est ça qui est absolument affreux, je trouve, Ouais. pour un historien. Bah oui, du coup, ouais. C'est à ça qu'on sert après aussi, du coup, d'une certaine manière. Hein. C'est Oui, faire exactement. sortir l'histoire de sa tombe pour en reparler à nous. Et c'est à ça Ouais, que ça se... complètement, parce que finalement, regarde Jeanne d'Arc avant Michelet, personne ne se souvenait d'elle. Oui, c'est vrai que c'était une histoire qui était rapportée. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la petite nouvelle par rapport à Jeanne d'Arc. La nouvelle, quelle nouvelle? Il y a des... Alors, entre parenthèses, historiens, journalistes, qui auraient la thèse comme quoi Jeanne d'Arc n'est pas morte. Enfin, n'est pas morte. Enfin, si, elle est morte de vieillesse, mais n'est pas morte sur le bûcher. Elle est pas morte sur le bûcher. Non, c'est ça, ouais. Et qu'en fait, elle a fait des jours heureux dans les Ardennes, je crois, de là où elle venait, dans un château où il y aurait Ok. même ses armoiries, et il y aurait même un écrit sur la fin de sa vie. Il y aurait dans l'église aussi des vitraux par rapport à elle, mais plus vieilles, du coup, après ses faits d'armes. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore vu de critique d'historiens, mais ils disaient que pour eux, c'était quelque chose de très logique par rapport au texte qui avait été fait, par rapport à son autodafé, et où il y avait beaucoup de manques en fait. Et on appuie sur ces points-là de putain, saloperie d'Anglois, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, mais on n'a pas trop cherché à creuser. Alors je sais pas évidemment si c'est vrai, mais du coup ça fait un peu un petit remue-ménage par rapport Ok, à Jeanne c'est d'Arc. intéressant, effectivement. J'irai voir s'il y a des articles. Bah... Je pars dans tous les sens. Ouais, j'allais dire, là, pour le coup, on commence à être loin du sujet avec Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, tu parlais d'Alexandre le Grand. Putain, j'ai plein de trucs à dire sur lui. En plus, c'est vrai, je suis passionné d'Alexandre le Grand, quoi. Merde, t'as loupé hier. Oh là là, t'es tellement tradit, Cyril. Non mais franchement, tu es passionné d'Alexandre le Grand. Bah, t'écouteras l'épisode et tu nous diras si on n'a pas trop dit de conneries. Putain. Oh là là, les commentaires que je vais mettre, Tu laisse mettras de tomber. sales commentaires en disant vous êtes vraiment des grosses merdes. Oh, les tanches, quoi. Ok, bah si ça vous convient, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je sens qu'on est en train de digresser sur Jeanne d'Arc. Donc Oui. tout doucement. Arrêtez-moi. Mais un jour, avec tous les deux, on fera un épisode un peu spécial où juste vous pourrez digresser pendant 1000 ans sur ce que vous voulez.
Je pense que ce sera, Ah ouais, ce sera, ce Oh, sera avec chouette. Cyril, on va parler des nazis, hein. Bah, on essaiera de pas que Pourquoi parler pas des les- nazis, on Ah ouais. essaiera d'aller un peu Ah sur oui, autre chose, mais s'il vous plaît, quand même. Hein. Mais en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir bien voulu participer à ce petit épisode spécial sur 1515 Marignan, sur les 510 ans de cette célèbre bataille. Vous avez apporté tous les deux des choses vraiment incroyables sur le sujet. On l'a dit au début, on connaît pas tant que ça, mais malgré tout, on a essayé de dépoussiérer un petit peu le sujet. On espère, les auditrices, les auditeurs, que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le. Si ça vous a déplu, dites-le aussi. Mettez un commentaire, quoi, finalement, partagez, etc., etc., etc. Sur ce, moi je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, j'embrasse également nos deux très chers intervenants. Et sans digresser, au final, 1515, c'est une bataille qui termine en 15 et qui, je crois, est la seule victoire que l'on ait dans les années qui se terminent en 15. Ah ouais. Puisqu'on avait eu de 1215, on a eu 1415, on a eu 1815 et on a eu 1915 aussi, où je crois que c'est aussi des défaites. Donc Ah, c'est Marignan rigolo. est la seule victoire de De la- la 15e. Ah, ok, je savais pas. Bah, très bonne anecdote pour finir. Merci Cyril, à bientôt tout le monde et des bisous. Bisous, bisous. Tu dis pas bisous, Mélissa? J'ai pas entendu, Ok. c'est pas grave. Bisous. Désolée. C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Elle est pas polie. Elle est pas polie.